un événement de votre région. Le 46e Tour de Vendée, bonjour et bienvenue, merci de nous rejoindre sur France 3 Bretagne et France 3 Pays de la Loire. C'est la dernière manche de la Coupe de France PMU, l'épilogue d'une longue saison. Elle a commencé le 29 janvier dernier avec la victoire d'Arthur Vichot lors du Grand Prix La Marseillaise. 8 mois et 14 courses plus tard, on connaît déjà le vainqueur au classement général. Il est breton, il est de Quimper, Laurent Pichon, le coureur le plus régulier cette année. Il a remporté 2 manches de la Coupe de France. En revanche, suspense au niveau du classement général par équipe, Lilian. Oui, où l'équipe Fortuneo Oscaro en tête de ce classement reste toujours sur la menace de l'équipe Aubert 93, mais également aussi sur le classement des jeunes où en l'absence de David Godu, les outsiders eux présents aujourd'hui espèrent dénicher ce classement général 2017. Les 105 coureurs ont quitté Chaise-le-Vicomte ce midi, 203 km pour rejoindre La Roche-sur-Yon. Vous le voyez à l'image, ce duo de tête, Fabien Grelier, donc le Vendéen de SD et Fabricio Ferrari, l'Uruguayen de 32 ans, 56e du Tour d'Espagne cette année. L'avance à moins de 60 km de l'arrivée maintenant est d'une cinquantaine de secondes. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de sprinteurs au sein de ce peloton. Au départ, on comptait bien sûr donc Nasser Boigny, mais on pouvait aussi compter sur Thomas Bouda dans l'équipe Direct Energy, ou encore Romain Feuillu dans l'équipe Aubert 93. Mais ces coureurs-là, par rapport à l'expérience et à la vélocité de Nasser Boigny, sont ramenés à des seconds couteaux. Donc c'est vrai que au sein de ce groupe, seule l'équipe Cofidis peut vraiment essayer de verrouiller ce peloton pour pouvoir ramener son sprinter sur un sprint final. Mais on le voit bien là, c'est extrêmement difficile de contenir ces groupes. On voit de nombreuses équipes qui mettent leur coureur à l'avant, notamment on voit en dernière position à l'image Lilian Calmejade de l'équipe Direct Energy. Oui, Lilian Calmejade, justement, qu'on va écouter, le puncher, lui qui a remporté une étape du Tour de France cet été. Les spécialistes savent également, il a remporté, c'était au printemps dernier, le coureur de Direct Energy, le circuit La Sarthe Pays de la Loire. Le dernier succès de Direct Energy, c'était en 2002. On l'écoute tout de suite, Lilian Calmejade. On essaie d'être motivé sur toutes les courses, mais c'est vrai que le fait de courir à domicile et d'avoir une équipe où il y a même beaucoup de Vendéens dans l'équipe sur ce dimanche, c'est une motivation supplémentaire forcément, c'est sûr. Grosse motivation évidemment pour Direct Energy sur ces terres. Nous sommes du côté de l'est de la Vendée. Nous arriverons dans quelques kilomètres maintenant pour un circuit final de 3 boucles sur La Roche-sur-Yon au centre de la Vendée pour ce 46e Tour de Vendée. On vous le précisait en ouverture de cette retransmission. Le classement général de la Coupe de France PMU reviendra quoi qu'il arrive à un homme, Laurent Pichon. Il n'a plus aucun souci. Le prestige pour lui, c'est peut-être d'essayer d'aller chercher une place dans les 10 premiers. Et puis il y aura peut-être une victoire à aller chercher avec ce groupe de contre-attaquants, avec une chute, vous le voyez à l'instant, une chute d'un coureur d'AG2R. Bah oui, c'est un peu la difficulté de cette partie, hein, une partie très technique, très sinueuse, et puis forcément la pluie a rendu ces routes très glissantes, et on le voit là, le coureur d'AG2R La Mondiale qui n'a pas pu garder l'équilibre. On a vu son coéquipier même, qui était juste placé devant lui, a fait une mauvaise trajectoire, et lui il n'a pas pu faire autrement que se retrouver au sol. Et c'est un peu comme ça que ce petit groupe se dégage, hein. C'est forcément des cassures qui viennent sur les relances diverses et qui morcellent le peloton. Et donc on voit que à l'avant on se retrouve avec un petit groupe de 7-8 coureurs. On a vu aussi à l'arrière que Lilian Calmejade pouvait profiter. Et là on le voit à l'avant, ils sont juste devant ils ont juste en point de mire les 2 coureurs échappés. Mais Lilian Calmejade pour l'instant n'a quasiment pas roulé puisqu'il avait son équipier Fabien Grelier, et qui pouvait donc justifier le fait de
de ne pas collaborer. Un coureur également que l'on connaît bien, le coureur de Fortunéo. Il s'est retourné il y a quelques instants pour eh bien justement savoir si le coéquipier de Laurent Pichon. Voilà, de Laurent Pichon non, c'était le coéquipier Lilian de Cosnefroy qui s'il s'était bien relevé et surtout s'il était revenu dans ce groupe de contre-attaquants. Nous sommes entre les communes de Saint-Martin-des-Noyers et la chaise, le Vicomte, et Jean-Marc Seigné est au cœur du peloton et probablement aux côtés de ce groupe de contre-attaquants. Oui, tout à fait. Et ce groupe, ce que je peux vous dire, Thierry, Lilian, c'est que ce groupe de contre-attaquants est en train de creuser l'écart avec le peloton. On a vu des gens qui étaient très affûtés, notamment Anthony Delaplace pour la Fortunéo qui était en tête de groupe tout à l'heure. Lilian Calmejane ferme la marche de ce groupe et on sent qu'il y a une volonté de creuser l'écart, en tout cas de revenir sur les deux hommes à l'avant qu'on distingue désormais. Ils sont à une vingtaine de mètres devant nous. Je pense que ce groupe va faire la jonction dans les toutes prochaines minutes parce qu'ils les ont en point de mire. Après cette bosse qui a été très dure, on a vu qu'elle était très technique parce qu'on a vu ce coureur de AG2R chuter tout à l'heure devant nous, Nance Peters qui a chuté lourdement dans un virage. Mais là, donc, ce groupe va faire normalement la jonction avec les deux hommes échappés depuis le kilomètre 84. Et le peloton qui est en train de faire la jonction, et on le voit évidemment sur les images d'Anthony Forestier, de toute son équipe. Ça va être très très compliqué, hein, évidemment, pour les deux hommes de tête, Fabien Grelier et Fabrizio Ferrari. Fabien Grelier qui connaît bien ces routes de Vendée. Lui, le coureur d'Esnay, à côté l'Uruguayen de l'équipe Cara Rural, l'Uruguayen Fabrizio Ferrari. Et la jonction devrait se réaliser dans quelques minutes, voire même quelques secondes. Oui, là on voit juste à l'arrière, hein, Lilian Calmejane qui a mis une grosse attaque, tout simplement parce qu'on est dans quasiment la dernière difficulté de ce parcours, de ce Tour de Vendée 2017. Dans la côte du Moulin des Bois, c'est un long faux plat et on voit que Lilian Calmejane peut faire parler toute sa puissance. Et on voit en second plan le peloton qui est en train de revenir, le peloton toujours emmené par l'équipe Cofidis, où doit se retrouver au sein de ce groupe Nasser Boigny. Il y avait dans le groupe de contre-attaque également un coéquipier de AG2R. Il s'agissait de Quentin Jauregui, homme en forme également ces dernières semaines. On l'a vu eh bien, briller notamment sur les routes du Grand Prix de Wallonie. Quentin Jauregui, le coureur de 21 ans, originaire de Cambrai. Il y a également deux coureurs de Cofidis, les coureurs de Cofidis qui ont tout intérêt évidemment à garder le contrôle sur cette course. Oui, les coureurs Cofidis qui peuvent compter quand même sur deux coureurs à l'avant, hein, donc sur le petit groupe. Donc ils vont pouvoir en appui se servir de ces deux coureurs-là pour pouvoir éventuellement se relever et leur filer un coup de main. Et on voit bien que Lilian Calmejane derrière, lui, a l'intention de vraiment durcir l'allure pour pouvoir essayer de s'extirper et de créer la différence. Et on pouvait penser à une fin de saison difficile pour le grand espoir du cyclisme français, Lilian Calmejane. On l'a vu à son avantage cet été sur les routes du Tour de France. On l'a vu également dans pas mal de classiques au printemps dernier sur les routes du circuit de la Sarthe Pays de la Loire. Et il a encore le coup de pédale nécessaire pour aller chercher dans un premier temps son coéquipier Fabien Grelier. Et Fabien Grelier qui a vu son leader revenir dans sa roue et qui maintenant fournit un gros effort pour faire la différence au sommet de cette dernière difficulté. Alors que les coureurs d'AG2R sont un peu plus en difficulté à l'arrière. Et on va bientôt rentrer dans quelques kilomètres, dans 3 kilomètres exactement, dans la commune de la Chaise-le-Vicomte, là où a été donné le départ ce midi de ce 46e Tour de Vendée. Balade entre guillemets, puisque les conditions, vous le voyez, sont extrêmement difficiles, de la pluie et du vent. Et nous sommes en fin de saison, Lilian, et c'est extrêmement compliqué hein, pour les coureurs et pour un peloton de gérer, puisque les degrés de forme sont différents. Ah, c'est vrai qu'on le voit, hein. Là on voit notamment Lilian Calmejane à l'antenne, Olivier Legac, deux coureurs qui étaient dans l'équipe de France le week-end dernier pour les championnats du monde. Anthony Delaplace, lui, qui a gagné le duo normand il y a quelques semaines. Et on voit que c'est vraiment des hommes forts qui sont à l'avant. Il n'y a pas de secret en fin de saison. C'est vrai que c'est beaucoup plus difficile. Les courses font forcément, par rapport à certains coureurs qui sont en moins forme, ça devient beaucoup plus difficile de contenir justement un peloton. Et
ça me paraît difficile de voir un sprint massif quand même aujourd'hui. Olivier Legac, le Finistérien, l'homme en forme, on l'a vu la semaine dernière lors du championnat du monde à Bergen où il a fait une belle échappée. Il nous l'a précisé ce matin au micro d'ailleurs de Jean-Marc Seillet qu'il était en forme, le coureur de la FDJ. On l'écoute tout de suite. Il risque d'y avoir beaucoup d'attaquants et contrôler plusieurs équipes d'attaquants, ça peut être compliqué. Donc après on verra, on va être à la bagarre nous aussi et puis on va essayer de bien faire. Et pourquoi pas jouer ta carte perso, ça serait pas mal. Ouais, j'aimerais bien, c'est une course qui me réussit bien. J'aime bien ce type de parcours où il y a une succession de petites bosses et puis la forme est bonne en ce moment. Donc j'aimerais être dans l'allure et dans le final être présent. Et à l'image, vous le voyez, Damien Touzé, le coureur de Aubert 93 dans ce groupe de tête. Damien Touzé qui lui est à la lutte pour le classement en général avec le maillot bleu. Vous le voyez à l'image également aux côtés donc de l'Uruguayen Ferrari. Il y a également Lilian Calmejean. Nous retrouvons dans ce groupe de tête pour l'instant à 53 km de l'arrivée, alors que l'Uruguayen en profite pour se ravitailler et essayer de prendre de nouvelles forces avant d'aller plonger sur La Roche-sur-Yon, théâtre de cette arrivée du 46e tour de Vendée. Une équipe de la Carrara Rural qui semble bien armée également dans le peloton, Lilian. C'est vrai que l'équipe espagnole n'a pas fait le déplacement pour rien et a réussi à mettre un homme à l'avant. Et on voit quand même que c'est vraiment des coureurs vraiment en forme en cette fin de saison. L'équipe Direct Energy est forcément à domicile, elle aussi veut réussir un bon résultat, même si dans sa formation elle compte sur Thomas Bouda en cas d'arrivée au sprint. Mais forcément, elle ne va pas forcément tout tenter sur son sprinter face à l'équipe Cofidis, avec, on le voit en tête, l'équipe Cofidis qui elle veut absolument un sprint massif pour emmener Nasser Boigny, vainqueur ici même l'année dernière et qui connaît forcément bien ses routes et ce sprint. Et justement, Jean-Marc, est-ce qu'on peut déjà tirer quelques enseignements? Nous sommes à 52 km de l'arrivée de ce 46e Tour de Vendée. Il y aura, je vous le rappelle, sur La Roche-sur-Yon, 3 boucles après le passage dans le centre-ville sur la place Napoléon qui est déjà bondé de monde, vous vous en doutez, pour accueillir les coureurs. Jean-Marc, est-ce que vous avez quelques enseignements importants au sein de ce groupe d'attaquants? Oui, alors je peux vous dire que vraiment ça s'est fait à la pédale. Les deux Cofidis qui étaient présents dans ce groupe qui a rallié donc les deux hommes à l'avant ont vraiment sauté à la pédale. On a vu tout à l'heure Tanguy Turgis qui était vraiment en souffrance, intercalé entre le peloton, qui à un moment donné on a cru que le peloton allait revenir. Mais là visiblement le groupe est en train de creuser l'écart. On voit nettement que devant, eh bien, des hommes comme Anthony Delaplace ou Olivier Legac assurent le tempo. Et on sait que Anthony Delaplace a fait la semaine dernière un beau classement en Italie. C'est un homme qui est en forme parce qu'il avait dû couper sa saison après une chute à Châtelain. Et Anthony Delaplace, c'est quelqu'un qui a déjà performé sur la Coupe de France en se classant notamment 3e de la route orangelle cette année. Et on l'a vu, Fabien Grelier peut-être un petit peu en difficulté. Lilian, c'est difficile pour le coureur d'Esnay. C'est vrai que ça fait plus de 50 km qu'il a échappé. Il a aussi effectué un gros relais quand il a vu son leader Lilian Calmejean rentrer pour justement créer la différence sur le peloton. Et je pense qu'il paye un peu de ses efforts. Maintenant, il se doit de tout donner pour son leader. Je pense que là, il sait très bien qu'aujourd'hui, ça sera difficile pour lui de gagner, mais il a dans son sein de son groupe Lilian Calmejean qui va essayer de protéger et de collaborer avec ce maximum pour que son leader puisse s'échapper ou arriver en solitaire sur le circuit final. Et nous sommes sur la commune de La Chaise-sur-le-Vicomte. Il reste 52 km. La Chaise-sur-le-Vicomte, et vous le voyez, c'est bien dans cette commune de la Vendée qu'a été donné le départ fictif ce midi pour les 203 km. On aperçoit Nasser Boigny, 203 km pour l'une des dernières courses de la saison. Après, il y aura Paris-Bourges et Paris-Tours. On vous le précisait, les coureurs, les 105 coureurs, puisqu'il y a eu une petite mésaventure, Lilian, pour l'équipe du Koweït qui a vu d'ailleurs une partie de ses vélos voler la nuit dernière. Donc la moitié des coureurs de l'équipe du Koweït a pu prendre simplement le départ de La Chaise-le-Vicomte. Petite mésaventure, ils étaient 105 coureurs et on revient
aux images du direct avec les équipes d'Anthony Forestier. 50 km encore à parcourir sur les routes vendéennes et 42 secondes d'écart avec un peloton toujours emmené par les coureurs de Cofidis pour Nasser Bouhanni. Ouais, Tanguy Turgis qui mène ce groupe avec un autre coéquipier. Et on voit bien derrière 3 coureurs de Direct Energy tout simplement faire barrage. Et donc ça va être compliqué pour ces 2 coureurs de rentrer sur un groupe de 7 qui collaborent totalement ensemble. Ça va être, je pense que si on voit bien, c'est un peu la problématique aujourd'hui de Cofidis, c'est que ils ont un excellent sprinter, mais hélas il écrase tellement le leadership en cas d'arrivée au sprint qu'aucune équipe va venir collaborer avec eux. Et à part excepter les équipes éventuellement piégées qui n'ont pas su mettre un coureur à l'avant, mais on voit bien que l'équipe Direct Energy, on voit derrière en second plan l'équipe Aubert 93, également avec Kevin Reza de la Française des Jeux. Tout simplement, ces coureurs-là sont en deuxième rideau et protègent leurs coureurs qui sont à l'avant avec leurs coéquipiers respectifs. Olivier Legac, on a dit, Lian Kelpelan, Gouaud de l'équipe Aubert 93. Donc ça va être, je pense qu'on va assister à un accroissement d'écart entre les 7-8 échappés et le reste du peloton. Les coureurs de Direct Energy sur leur terre, on vous le rappelle, ils sont situés à une dizaine de kilomètres, leur siège est situé à une dizaine de kilomètres de La Roche-sur-Yon et avec un effectif quand même assez conséquent pour ce Tour de Vendée, et notamment Thomas Bouda qui aura peut-être une chance de contrer si ce Tour de Vendée devait arriver au sprint, de contrer Nasser Bouhanni, le grand favori évidemment si on arrive ici même à La Roche-sur-Yon au sprint. On écoute Thomas Bouda. On peut jouer gagnant avec de nombreuses configurations de course. Si ça fait la guerre, on a des coureurs qui sont capables d'aller dans les échappées et aller de l'avant dans les parties difficiles de la course. Et si ça arrive au sprint, on jouera ma carte en essayant de me placer le mieux possible avant la dernière ligne droite finale. Et oui, vous l'avez entendu, Thomas Bouda, si ça fait la guerre, on a des coureurs pour être devant, et c'est le cas à 49 km de l'arrivée maintenant de ce Tour de Vendée 2017. 2 coureurs de Direct Energy parmi les 7 échappés. Vous le voyez avec Fabien Grelier, et puis en tête de ce peloton, c'est Lilian Calmejane avec le dossard 21 qui vient d'être relayé par le Finistérien Olivier Legac. Vous avez à ses côtés Anthony Delaplace. Ouais, maintenant on va arriver sur une trentaine de kilomètres où les routes sont beaucoup plus rectilignes, où ça va être beaucoup plus facile de s'organiser par rapport au parcours, juste les quelques kilomètres qui passaient. Des routes beaucoup plus sinueuses, là on est vraiment sur des routes rectilignes où justement c'est beaucoup plus facile de passer des relais, de collaborer, et on voit que autant à l'avant qu'à l'arrière, maintenant on roule à allure régulière et chacun va essayer d'accroître ou de diminuer cet écart. Les coureurs de tête toujours sur les routes vendéennes, il reste un petit peu moins de 50 km maintenant à parcourir. L'écart se stabilise avec les pelotons et ça circule plutôt bien, on s'entend plutôt bien dans ce groupe de tête avec toujours Lilian Calmejane aux avant-postes, les Cofidis obligés de rouler derrière avec en position d'attente l'écurie de Jean-René Bernaudot. Oui, à l'avant, à part Pierre Gouaud qui collabore pas, on l'a vu à l'arrière de ce groupe. Je pense que c'est une mauvaise stratégie de sa part parce qu'il est en forme, on l'a vu notamment tout au mois de septembre où il a pu prendre des bonnes places respectives, notamment sur le Grand Prix d'Isbert en deuxième position. Derrière le champion du monde espoir Benoît Cosnefoy. Donc, par contre, les 5 autres concurrents à l'avant collaborent totalement. Et donc, je pense que ça peut aller loin. Le peloton donc qui tente à 47 km de stabiliser l'écart qui est de 50 secondes. Vous voyez Damien Touzé, jeune coureur de l'équipe Aubert qui va peut-être essayer d'aller chercher la victoire au classement général. Ça serait une deuxième victoire consécutive pour l'équipe d'Aubert 93. Ça se regarde un petit peu aux avant-postes. Ah, ça se regarde parce que justement, on l'a vu, le coureur de Pierre Gouaud c'est Damien Touzé justement, oui. Lui il ne veut pas collaborer et donc forcément ça crée des petites tensions. Ce serait dommage, je pense qu'il aurait tout intérêt à collaborer et cet échappé pourrait prendre encore plus
de distance, surtout qu'on a vu derrière, il n'y a plus que maintenant un coureur de l'équipe Cofidis à prendre des relais. Tanguy, le coureur de Cofidis, Tanguy Turgis, lui, c'est tout simplement relevé parce qu'il n'en pouvait plus. Il va falloir qu'il trouve un petit peu des appuis, des relais, les coureurs de Cofidis, sinon ça va vraiment être compliqué hein, peut-être de revenir sur les hommes de tête. On le voit à l'image, le coureur de Cofidis bien encadré hein, par les coureurs de Jean-René Bardodo. Au sein du peloton, peut-être Jean-Marc Seigné. Oui, on l'a vu Damien Touzé souvent en queue de peloton qui refuse visiblement de faire sa part de travail dans cette échappée. Mais on sent que visiblement, il y a toujours de belles intentions avec un plateau qui est maintenu à 45 secondes et à mon avis qui temporise. On peut s'attendre à éventuellement qu'un contre émerge de cette échappée, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que du côté Direct Energy, hier soir, j'étais au siège de l'équipe aux Essarts et on avait véritablement envie de contrarier les plans de l'équipe Cofidis pour un troisième succès de Nasser Boigny aujourd'hui. On nous l'a expliqué, plusieurs cartes à jouer, et notamment Lilian Calmejane, qui a en ce moment des jambes de feu, qui termine bien sa saison et qui se verrait bien lever les bras tout à l'heure, place Napoléon. Et oui, on va vous laisser retrouver votre voix, Jean-Marc, à l'image, le groupe de tête avec 50 secondes d'avance hein, sur le peloton, avec Lilian Calmejane, toujours aussi offensif, avec toujours aussi autant de punch, bien relié là à l'instant par le coureur de Fortunéo. Et vous avez Damien Touzé juste à sa droite, et puis l'Uruguayen Fabrizio Ferrari, lui qui avait déclenché les hostilités avec Fabien Grelier au 80e kilomètre. On a retrouvé une certaine cohésion au sein du groupe de tête, Lilian. C'est vrai que tout simplement, à partir du moment où Damien Touzé passait ses relais, il n'y avait plus raison de se regarder. Et je pense que maintenant, on voit bien Damien Grelier, lui, il fait un gros travail à l'avant de ce groupe. Quasiment, il donne les dernières forces qu'il a pour mettre en orbite son leader, puisqu'il n'y a qu'une équipe avec deux coureurs à l'avant, Direct Energy. Donc ils ont tout misé sur Lilian Calmejane et on voit à l'arrière uniquement un coureur de l'équipe Cofidis pour rouler et un écart qui augmente progressivement. Je pense que ça va être difficile à lui tout seul de boucher un trou de 53 secondes en sachant qu'à l'avant il y a 6 hommes qui collaborent parfaitement. Oui, et ça va être peut-être compliqué, comme le précisait Jean-Marc Seigné, pour Nasser Boigny d'aller chercher un troisième succès ici à La Roche-sur-Yon 2013. L'année dernière, en 2016, ça n'avait pas empêché Samuel Dumoulin d'aller chercher la victoire au classement général de cette Coupe de France. On le voit sur ces images, les coureurs de la FDJ pour l'instant qui ne relaient absolument pas le coureur de Cofidis. Nasser Boigny interviewé ce matin avant le départ à Chaise-le-Vicomte par Jean-Marc Seigné. Nasser qui était un petit peu laconique, écoutez-le. Moi je suis sprinter, donc la qualité principale c'est d'attendre le sprint et de se réserver au maximum pour le final. Après c'est quand même un parcours pas évident et les échappés peuvent essayer aussi de l'emporter en allant au bout. Mais tu es très motivé? Oui, motivé, oui, très, très motivé. C'est la fin de saison, il reste une petite semaine de compétition, donc voilà, je suis motivé et je vais faire le maximum aujourd'hui. Il a vu juste Nasser Boigny, il n'y avait pas de sprinter la semaine dernière au sein de l'équipe de France, donc il y a beaucoup de motivation forcément pour le leader de l'équipe Cofidis. Ça va être compliqué à 44 km de l'arrivée, sans appui au sein du peloton pour aller chercher les 6 coureurs de tête. On vous rappelle la composition de ce groupe de tête avec le Vendéen Fabien Grelier, accompagné de Lilian Calmejane, toujours de Direct Energy, le Finistérien Olivier Legac, Damien Touzé pour Aubert 93. Vous avez également l'Uruguayen Ferrari et puis Anthony Delaplace pour l'écurie Fortunéo Oscaro. Ils ont 53 secondes d'avance maintenant. Ouais, 53 secondes et on voit un écart qui se stabilise légèrement. Le coureur Cofidis a réussi justement à maintenir sa vitesse. On voit qu'un autre concurrent essaie désespérément de remonter le groupe pour donner main forte, mais on voit que c'est vraiment difficile pour
l'équipe Cofidis de contenir ce peloton et surtout d'essayer de ramener son sprinter sur les échappées. Et on l'a vu sur cette image au ralenti, Lilian Calmejane en discussion avec Fabien Grelier. Avec votre expérience, Lilian, qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Vous pouvez nous en dire un peu plus? Tout simplement, il lui dit de donner tout ce qu'il peut et de rester avec lui un maximum de temps. Je pense que la stratégie aujourd'hui pour Lilian Calmejane, c'est d'arriver avec toujours ces 53 secondes, 1 minute d'avance. Avec ce petit groupe de 6 sur le circuit final, et une fois sur le circuit final, il trouvera suffisamment de ressources pour pouvoir s'extirper et arriver en solitaire. Mais ce qu'il veut, avant tout, c'est que Fabien Grelier reste avec lui sur ces longues lignes droites pour pouvoir prêter main forte à ce groupe et essayer d'accroître éventuellement cette avance ou du moins le maintenir. 42 km, nous rentrerons dans quelques kilomètres, dans la commune de Saint-Florent-des-Bois, toujours en Vendée, et les locaux entre guillemets sont en tête avec Fabien Grelier, le coureur originaire d'Esnay, accompagné de Lilian Calmejane, Anthony Delaplace en forme également en cette fin de saison, accompagné de l'Uruguayen Fabrizio Ferrari, et puis Damien Touzé également, Olivier Legac, le Finistérien, qui est en position d'attente pour l'instant. Attention, méfiance, hein, il est en forme, Olivier Legac. Olivier Legac, il sort du championnat du monde avec Lilian Calmejane, donc ces deux coureurs faisaient partie de la même équipe le week-end dernier en Norvège, et aujourd'hui se retrouvent concurrents. Même si je pense que voilà, il y a forcément, quand vous avez couru sous le même maillot qu'un autre coureur une semaine avant, il y a des affinités qui se créent, donc ils ont tout intérêt à collaborer, et après ça se fera à la pédale. Et Olivier Legac, effectivement, c'est un coureur qui a été sélectionné en équipe de France, donc c'est un coureur qui marche en cette fin de saison. N'oublions pas qu'il a terminé ici même deuxième en 2014, donc c'est une course qui lui convient, et il aimerait bien accrocher un dernier bouquet pour l'année 2017. 41 km, un petit peu moins de 42 km précisément, et l'avance de nos 6 hommes de tête qui commencent à prendre vraiment là de l'ampleur. 1 minute d'avance sur le peloton emmené par les coureurs de AG2R, la mondiale. Cofidis a peut-être trouvé un allié, allez savoir, Lilian. Forcément, hein, l'équipe AG2R, la mondiale, n'a pas de sprinter désigné au sein de ce peloton, mais n'est pas non plus représenté à l'avant, donc ils se doivent de revenir et éventuellement de redynamiser ce peloton pour pouvoir redonner des nouvelles cartes dans cette course. Un tout petit peloton, hein, d'une trentaine d'unités. On ne sait pas si le leader du classement général de cette Coupe de France, le Quimpérois Laurent Pichon, figure parmi ce peloton. Laurent Pichon, lui, qui va dans 40 km inscrire son nom au palmarès de cette Coupe de France PMU, qui va donc succéder à Samuel Dumoulin. Jean-Marc Seigné, peut-être avez-vous aperçu le Quimpérois au sein du peloton. En tous les cas, il a réalisé, hein, Laurent Pichon, une magnifique saison, Jean-Marc. Ah, tout à fait, Laurent Pichon, cette année, ça a été son année de référence, on peut le dire. Il a fait le choix de revenir dans une équipe bretonne en espérant avoir un peu plus les coups des franches. Ça a payé très tôt dans la saison avec Manche Atlantique, où il a levé les bras pour la première fois, et puis après sur la route à Delhi, encore une fois il a levé les bras, et puis bien sûr on le sait, il a été aussi s'imposer, coiffant sur le poteau Lilian Calmejane en Italie. C'est la grande année de Laurent Pichon qui a confirmé au Grand Prix d'Isberg. Il termine 8e, juste derrière, pas très loin d'un sprinter britannique de renom. Et sincèrement, c'est des courses de référence pour ce garçon qui a beaucoup attendu avant de pouvoir s'imposer. Il espérait un jour, justement, accrocher une course professionnelle à son palmarès. C'est désormais chose faite. Il fait coup double en remportant aujourd'hui la Coupe de France. Ce n'est pas rien. Et pour revenir au Finistérien, eh bien, dans cette échappée, il y a bien sûr Olivier Legac de la FDJ. Et je peux vous dire qu'Olivier Legac, il aime beaucoup la Vendée, il aime énormément la Vendée, c'est un parcours qu'il aime bien, où il faut souvent relancer, être souvent en prise. Et Olivier me disait hier que c'est une course qu'il aimerait bien lui aussi accrocher à son palmarès. Il avait, on s'en souvient, terminé 2e du Tour de Vendée. Je crois que c'est l'année où Armindo Fonseca s'était imposé.
Merci Jean-Marc, on le voit, hein, nous sommes sur des routes très sinueuses de la Vendée, à 40 km maintenant de l'arrivée de cette 46e édition. Laurent Pichon, on en parlait, lui le leader du classement général de la Coupe de France PMU et qui a disputé cet été son premier Tour de France. Bon, ça s'est plus ou moins bien passé la première semaine, ensuite ça a été beaucoup plus compliqué. On l'écoute, Laurent Pichon, au micro de Jean-Marc Seigné. Étant donné ma 8e saison chez les professionnels, j'avais jamais gagné à ce niveau-là jusqu'à présent. Donc là, le fait d'enfin avoir réussi tout cela, ça me donne de la confiance. Et avant, j'espérais, mais maintenant je sais que c'est possible de le faire, donc c'est possible de gagner. Et donc là, c'est sûr, j'ai 31 ans, mais moi, voilà, je me sens comme un néo-pro ou un mec de 25 ans. Donc non, je suis vraiment motivé et voilà, déterminé pour 2018 également. Et déjà déterminé Laurent Pichon pour l'année 2018, l'année 2017, la saison 2017 est à peine terminée ou va se terminer, qu'il se projette déjà sur 2018. Bel enthousiasme donc de la part du Quimpérois qui s'est imposé à 2 reprises dans cette saison sur les 14 manches de la Coupe de France PMU. Moins de 40 km, 40 secondes, l'avance a baissé là du côté du peloton. Ouais, c'est vrai qu'on voit que tout simplement les gros relais passés par les coureurs d'AG2R La Mondiale, Hubert Dupont et également Julien Brérard, font diminuer cet écart. C'est dommage pour l'équipe AG2R, c'est vrai, c'est elle qui a quasiment dynamité ce peloton tout à l'heure dans les bosses du côté de Chantenay. Et malheureusement, elle n'a pas récolté les fruits de son travail. 6 hommes se sont échappés, extirpés de ce groupe, mais aucun coureur d'AG2R La Mondiale. Et maintenant, c'est à elle d'essayer de rattraper les coureurs qu'elle a quasiment propulsés à l'avant. Le peloton qui a retrouvé peut-être quelques unités supplémentaires là, pour aborder le final sur La Roche-sur-Yon. Nous attaquerons La Roche-sur-Yon entre guillemets par l'avenue de Gaulle avant de plonger sur la place Napoléon. Il y aura 3 tours de circuit et à l'issue de ces 3 tours, nous saurons qui succédera à Nasser Boigny, vainqueur de la 45e édition l'année dernière. Et vous le voyez, dans ce final, les conditions commencent à vraiment être très difficiles. Au sein du peloton, on commence vraiment à grimacer. C'est vrai qu'aussi la pluie est revenue, hein. On voit que quelques gouttes viennent faire leur apparition. C'est pas une grosse pluie, hein. C'est une pluie, un petit grachin, mais qui vient justement juste mouiller la route et qui rendent les trajectoires beaucoup plus difficiles. Et là, on voit qu'on retourne sur des routes beaucoup plus sinueuses. On va aller chercher le dernier sprint, la Chaille, les Armeaux. Et donc ça peut permettre aux coureurs d'AG2R La Mondiale de refaire exploser ce groupe pour pouvoir se repropulser à l'avant. Et vous voyez le palmarès de ce Tour de Vendée avec Nasser Boigny, victorieux à 2 reprises. Armindo Fonseca également, qui s'était imposé en 2014, le coureur de Cofidis Christophe Laporte en 2015. Nasser Boigny qui avait mis fin à une hégémonie étrangère entre guillemets, puisque les coureurs étrangers s'étaient imposés 6 fois de suite sur les routes vendéennes. Et toujours un gros travail de Julien Brérard, le coureur d'AG2R La Mondiale, qui s'est quasiment isolé devant le peloton en prenant de bonnes trajectoires. C'est difficile hein, sur cette portion de route. On le voit, attention avec la route glissante, ça a coûté très cher tout à l'heure à un coureur de AG2R. On ne va pas prendre de risques évidemment en tête de la course. On en profite là pour remettre peut-être une petite accélération. C'est vrai que c'est le genre de route où c'est facile de reprendre du temps, ou du moins de garder des écarts, parce que derrière c'est beaucoup plus difficile pour s'organiser. On va peut-être en profiter pour prendre un petit peu l'aspiration de la moto justement du côté de Lilian Calmejane. Et les voitures qui remontent sur la droite, ça veut dire que l'écart, ça veut dire que tout simplement on a un écart de moins de 30 secondes. Donc forcément les coureurs, eux le savent, en voyant les voitures suiveuses les redoubler, savent très bien que le peloton est en train de se rapprocher. Ça veut dire qu'on s'est réorganisé au sein du peloton sous le coup des accélérations des coureurs de AG2R. Les
coéquipier de Julien Bérard notamment. Et l'équipe Cofidis a peut-être trouvé un allié de circonstance dans cette fin de course sur les routes vendéennes. Jean-Marc Seigné, vous l'avez peut-être constaté, toujours eh bien, les coureurs d'AG2R en tête du peloton. Oui, oui, alors mais par contre, à l'avant, là, il y a un contre qui est en train de s'organiser. Et on voit que Lilian Calmejane est en train de vouloir fausser compagnie à ses compagnons d'échappée. Il a dans sa roue Anthony Delaplace, si je ne m'abuse. Et c'était le scénario le plus probable, parce que dans la mesure où le peloton était en train de revenir, de combler son écart, on se l'attendait à ce scénario sur des routes particulièrement sinueuses. Lilian Calmejane a l'intention de faire le coup de force, de tenter peut-être le tout pour le tout, parce que c'est vrai que s'il y a retour du peloton, ce sera beaucoup plus difficile de pouvoir imposer le scénario prévu par l'équipe Direct Énergie. Oui, ça sera compliqué effectivement pour un coureur d'aller sortir sur le final à La Roche-sur-Yon, mais il semble bien que Lilian Calmejane se soit relevé. Il était accompagné d'Anthony Delaplace, mais pour l'instant on s'organise au sein du peloton et on roule toujours à peu près à la même allure. Et ça, c'est forcément mauvais signe pour les 6 coureurs de tête. Alors, tout simplement, c'est vrai que l'équipe AG2R La Mondiale profite de ces routes sinueuses pour pouvoir réduire l'écart, mais aussi faire mal à ses concurrents qui suivent. On l'a vu que le peloton tout à l'heure était en file indienne et que c'était plus difficile de garder les roues. Donc on sait qu'en roulant sur des routes comme ça, on fait aussi mal aux coureurs qui sont derrière, qui ne sont pas forcément protégés comme peuvent l'être sur des routes beaucoup plus larges et beaucoup plus rectilignes. Il a encore un bon coup de pédale, Lilian Calmejane, en cette fin de saison. Quelle magnifique année pour le jeune coureur de Direct Énergie, alors qu'on se regarde et on discute entre Damien Touzé et Olivier Legac. Ça, c'est pas bon signe. Tout simplement on discute parce que Lilian Calmejane, je pense pas qu'il ait fait le bon choix de vouloir attaquer. On a 6 coureurs à l'avant. Tous les coureurs collaboraient parfaitement, et là qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement que Lilian Calmejane a montré que c'était lui le plus fort et que maintenant les coureurs qui sont avec lui ne veulent plus collaborer. Il y a beaucoup de panache chez le... Il y a du panache, mais des fois il faut savoir faire avec ses coéquipiers. Il aurait mieux fallu justement garder cette cohésion jusque sur le circuit. Et là on voit qu'à part son coéquipier Fabien Grelier, tous les autres vont avoir du mal à le relayer. Un coureur de tempérament, Lilian Calmejane, beaucoup de panache, et il s'est dit probablement que si le peloton revenait, ce serait compliqué d'aller chercher un succès. Donc autant tenter le tout pour le tout, et les Cofidis et les coureurs d'AG2R aux avant-postes du peloton. Ça roule toujours d'une manière assez régulière, et du côté des 6 échappés, ça va être forcément extrêmement compliqué, à moins que l'un des 6 coureurs de tête ne tente à nouveau un coup. Il faudrait que les coureurs de tête retrouvent une cohésion, que roulent tous bien ensemble. Mais on voit que derrière, l'équipe AG2R et l'équipe Cofidis, eux, ne faiblissent pas et sont réguliers dans leur effort. Et on a vu Fabien Grelier sur quelques images, alors que nous sommes actuellement sur le peloton qui est donc à une trentaine de secondes des 6 hommes de tête. Fabien Grelier faire un petit geste d'énervement peut-être. On va peut-être retrouver une certaine forme de cohésion au sein de la course des 6 hommes de tête, Jean-Marc. Ah, c'est clair, on sent très bien qu'il y a de l'énervement dans cette échappée, qui n'ont pas forcé le tempo. On était là pour visiblement refaire la course sur ces quelques dernières centaines de mètres. Mais on a vu Olivier Legac venir à hauteur de Damien Touzé pour lui demander de rouler à son tour, de faire sa part de travail. L'énervement, il est compréhensible, parce qu'on sent que derrière, le peloton joue à l'élastique. On va voir ce qui va se passer dans les prochains kilomètres, mais ma théorie du contre, je pense qu'on risque de voir un contre dans ce groupe d'échappés avant le retour possible du peloton. Et vous le voyez sur les images d'Anthony Forestier et Fabien Grelier. Après avoir montré un petit geste d'énervement, c'est remis au travail. Il a repris la tête du groupe. Le Vendéen Desnay, lui qui est originaire du Nord Vendée, une commune bien connue des coureurs de Direct Énergie. Fabien Grelier accompagné par l'Uruguayen
Fabrizio Ferrari, Olivier Le Gag, Damien Touzé, Anthony Delaplace et Lilian Calmejane. Les 6 hommes de tête à maintenant 33 km de l'arrivée de cette 46e édition du Tour de Vendée. On voit que Fabien Grelier tire vraiment des gros relais, il s'est carrément sacrifié. Il a fait un gros relais avant de se relever. Maintenant, on voit qu'aujourd'hui, sa journée est terminée pour lui et qu'il va pouvoir revenir dans le peloton. Et il a donné ses dernières forces pour son leader, Lilian Calmejane. Et on voit qu'à l'arrière, le peloton, lui, ne faiblit pas. Et on voit toujours les coureurs de Cofidis et d'AG2R Mondial mener le rythme. Et le geste de Fabien Grelier sans équivoque, 33 km encore à parcourir sur les routes de Vendée. Un Tour de Vendée toujours aussi mouvementé, toujours aussi enlevé. C'était le cas la saison dernière avec le général qui s'était joué vraiment lors de cette dernière manche de la Coupe de France. Cette année, pour le classement individuel, c'est tout bon pour le Quimpérois Laurent Pichon. Le classement par équipe, en revanche, incertitude la plus totale entre les coureurs de Fortunéo et puis ceux de Aubert qui visent une deuxième victoire au général par équipe de suite. Et puis également un peu d'incertitude chez le classement des jeunes. Nous sommes en fin de saison, mais pour autant le suspense est là et les coureurs ont encore pas mal de force. Tout simplement dans le classement des jeunes, il faut savoir que dans les 6 premiers, il n'y a que 2 coureurs présents. Aujourd'hui, donc Damien Touzé qui est à l'avant de la course et Thomas Bouda qui est derrière lui et qui attend impatiemment le sprint. Donc on peut assister à un changement de leadership sur ce classement. Alors que sur le classement par équipe, c'est vrai que l'équipe Fortunéo Oscaro possède plus de 6 points d'avance sur l'équipe Aubert 93. Il faudrait vraiment une grosse défaillance de tous ces coureurs pour laisser passer cette victoire finale. Et vous voyez ces 2 hommes, ils étaient la semaine dernière au championnat du monde en Norvège à Bergen. Ça s'est joué à très peu de choses pour l'équipe de France, à un petit peu plus d'un kilomètre seulement. On va en profiter parce que ça a été une belle révélation, une belle surprise, alors que vous voyez Fabien Grelier qui va être rattrapé par le peloton. Une belle révélation, c'est celle de Benoît Cosnefroy, le tout jeune coureur de AG2R qui est devenu champion du monde espoir. Il va faire sa première véritable saison chez les pros l'année prochaine. Il est né au pro, il a commencé sur les routes professionnelles au mois d'août seulement. Benoît Cosnefroy, on l'écoute et puis ensuite on revient ici sur les routes vendéennes. Moi j'arrive avec beaucoup d'envie et l'équipe également, donc voilà, même si le scénario est fait que ça peut arriver au sprint comme à Iceberg, voilà, on va essayer de déjouer ça et voilà, se faire plaisir. Enfin moi, même si ma saison réussit, j'ai envie de performer sur les 3 courses qui me restent et voilà, rester concentré sur ces courses-là. Benoît Cosnefroy, vainqueur d'ailleurs de l'avant-dernière manche, c'était donc à Iceberg. La 13e manche avait été remportée au sprint, le Grand Prix de Fourmies par Nasser Bouhanni. La Coupe de France PMU qui a commencé le 29 janvier dernier, c'était lors du Grand Prix de la Marseillaise, remporté par Arthur Vichou. Vous me disiez d'ailleurs, Lilian, c'est pas toujours bon de remporter cette course, la Marseillaise, parce que généralement quand on la remporte, la saison peut s'annoncer difficile et c'est ce qui s'est un peu passé pour Arthur Vichot qui n'a pas connu une grande saison. C'est effectivement vrai, c'est un peu ce qui se dit sur cette course, c'est que quand on la gagne, généralement on ne fait pas forcément une bonne saison. Donc bon, c'est toujours dur de freiner et de faire 2 sur un sprint. Mais c'est vrai qu'avec Arthur Vichot, ça s'est encore avéré cette année. Nous sommes dans la commune de Saint-Florent-des-Bois, 30 km encore sur cette 46e édition du Tour de Vendée. 39 secondes, l'écart se stabilise pour les 6 hommes de tête. On va vous peut-être pouvoir les revoir dans quelques instants alors que vous avez une image de vue, une vue générale du peloton qui est donc à 40 secondes des 6 hommes de tête. Il y a Anthony Delaplace, le coureur de Fortunéo. Il y a également Fabien Grelier a été repris, donc ils sont 5 maintenant en tête avec le peloton qui est à 40 secondes. Le peloton toujours emmené par les coureurs d'AG2R. Ouais, toujours le peloton emmené par les coureurs d'AG2R. On voit une grosse équipe AG2R qui est placée à l'avant de ce groupe. L'équipe AG2R n'a pas de sprinter, l'équipe AG2R n'a pas intérêt à ce que tous ces hommes dans ce peloton reviennent sur les 5 coureurs maintenant à l'avant.
Donc je pense que moi, là, à mon avis, la stratégie que l'équipe AG2R a mis en place, c'est de diminuer cet écart au maximum, car dans 5 km, on va arriver dans la dernière grosse difficulté de ce Tour de Vendée. Et dans 5 km, les leaders de ce groupe, on l'a vu, Benoît Cosnevoix qui est vraiment très très motivé, va essayer de boucher les dernières secondes pour pouvoir faire le jump pour rentrer à l'avant. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'aurais mis en place comme stratégie. 5 hommes en tête avec Anthony Delaplace et puis le peloton avec les coureurs de AG2R, avec un petit clin d'œil d'ailleurs pour Christophe Riblon. Ça sera peut-être, on lui cède de trouver un contrat pour la saison prochaine, mais Christophe Riblon, le coureur d'AG2R, c'est peut-être sa dernière course professionnelle. Effectivement, c'est sa dernière course sous les couleurs d'AG2R la mondiale, et n'ayant pas de contrat pour l'année prochaine, aujourd'hui, il se voit effectivement, il a peut-être épinglé son dernier dossard. Et oui, c'est toujours difficile, vous vous en doutez, de raccrocher. C'était déjà le cas sur les routes vendéennes l'année dernière pour deux ou trois coureurs. Le travail réalisé par les coureurs de l'AG2R et Jean-Marc Seillier, lui, eh bien, en observateur privilégié et sur la moto. Oui, vous faisiez référence tout de suite à Christophe Riblon. Eh bien, Christophe Riblon, effectivement, c'est peut-être sa dernière course sous le maillot d'AG2R. Mais il a réalisé quand même une saison où il a pointé un joli record. C'était à Plumelec au printemps dernier. C'est lui qui a désormais le record du Tour à Plumelec. Et quand on est la célèbre côte de Cadoudal, eh bien, c'est rendre hommage à au travail que pouvait faire Christophe Riblon sur un vélo. Et on ose espérer qu'il retrouvera très vite une équipe pour faire encore de très belles courses. Et vous, oui, merci Jean-Marc. Vous voyez le travail réalisé pour l'instant assez impressionnant. 30 secondes d'écart. Travail réalisé par l'équipe AG2R pour leur leader aujourd'hui. Et c'est un gamin, entre guillemets, celui qui est devenu champion du monde espoir il y a une semaine sur les routes de Norvège à Bergen. Benoît, j'ai oublié son nom. Cosnefoy. Voilà, merci Lilian. Les 5 hommes de tête avec toujours le même travail réalisé entre Olivier Legac et Lilian Calmejane. On semble retrouver un petit peu de ressources du côté de l'Uruguayen Ferrari. Les 5 hommes de tête qui ont donc maintenant 30 secondes d'avance. Ça va être difficile, mais c'est encore jouable. C'est vrai que l'écart diminue. On voit bien qu'à 30 km de l'arrivée, ça va être compliqué. Leur seule chance, c'est justement d'avoir un peloton, enfin du moins c'est quasiment plus un peloton, ça reste un groupe d'une quarantaine d'unités qui n'a pas forcément toutes ses forces. Je pense qu'un petit groupe risque de s'extirper de ce peloton pour revenir sur eux et se jouer la victoire sur le circuit final. Vous le voyez, Benoît Cosnefoy, il y a également Damien. Voilà, vous le disiez. Ouais. Non, ça va être... il était avec l'oreillette. Je pense que c'est Cyril Gauthier. On voit bien Joraki qui est là. Lui va faire aussi un gros relais. Je pense qu'on va voir deux coureurs faire le jump dans le dernier grimpeur. Ça va être Cosnefoy et Cyril Gauthier qui vont essayer de boucher les quelques secondes qui restent. Pour cela, il faut que absolument leurs coéquipiers ramènent le peloton le plus proche possible de l'échappée à l'approche de cette dernière difficulté. Et on a vu également Kevin Reza pour l'écurie de la FDJ, et vraiment un peloton là qui est réduit à une trentaine de concurrents. Et on voit bien dans ce peloton là, et on voit bien que tout le monde a bien compris la stratégie qu'allait mettre en place à G2R. On voit bien que tout le monde, alors que tout à l'heure tout le monde était en file indienne à essayer de se protéger, là on va essayer de remonter un maximum sur le côté pour être bien placé dans cette dernière difficulté qui se situe à moins d'1 kilomètre maintenant. Oui, un petit peu moins de 2 km précisément, 1,7 km normalement. Chaillé-les Ormeaux, c'est la dernière difficulté du Tour de Vendée avec les 5 hommes en tête. On ne prend aucun risque sur ces routes détrempées de la Vendée. C'est un petit peu un classique à cette période-là. C'était déjà le cas il y a 2 ans. Lorsque Fonseca s'est imposé, eh bien, il s'était imposé sous des trompes d'eau. Et cet après-midi, même scénario avec un Lilian Calmejane héroïque pour l'instant. Voilà, les coureurs de tête qui rentrent dans cette dernière difficulté justement et qui commencent à entamer les premiers mètres. Oui, et dans un petit peu plus de 10 km, nous rentrerons sur le circuit final de La Roche-sur-Yon avec les 3 tours de circuit autour de
la place Napoléon. Je peux vous dire, il y a énormément de monde pour accueillir les hommes de tête et le peloton pour cette dernière manche de la Coupe de France PMU. Les 5 hommes de tête avec une petite avance, 30 secondes sur une trentaine de coureurs, avec à leur tête eh bien, les coureurs de AG2R qui pour l'instant travaillent pour Benoît Cosnefroy, le tout jeune champion du monde espoir. Voilà, on voit que certains coureurs, notamment de l'équipe Cofidis, s'est écarté, un autre coureur de l'équipe AG2R s'est écarté. Ils ont, comme Fabien Grelier tout à l'heure, tout donné et maintenant ils vont laisser leur leader faire le jump. Voilà, Damien Cosnefroy qui fait l'effort avec Cyril Gauthier dans sa roue. C'est maintenant que ça doit jouer, c'est maintenant que ça doit se faire pour boucher les dernières secondes. Et on voit que le peloton derrière, il commence à avoir certaines cassures. Il en a encore sous la pédale, hein, comme l'ont dit le jeune champion du monde espoir à 25 km de l'arrivée sur cette dernière difficulté du Tour de Vendée. Il avait peut-être quelques inquiétudes, il n'a pas roulé de la semaine ou quasiment pas, c'était sa dernière épreuve à Bergen. Et Kevin Reza qui semble également je dirais plus Lorenzo Manzin de l'équipe de la Française des Jeux et Christophe Laporte qui a gagné ici même 2 sprinters hein, qui savent aller vite et qui a gagné Christophe Laporte qui a gagné ici même il y a 2 ans. Et voilà, on voit que les coureurs ont maintenant en vue à moins de 100 mètres les échappés et derrière un autre petit 5 coureurs sont également en contre. Jean-Marc. Oui, alors moi par rapport à Benoît Cosnefroy, je peux vous dire que ce garçon il est dur au mal et il fait le métier très sérieusement. Vous savez comment il a fêté son titre de Bergen? Eh bien dès qu'il est rentré en France, il s'est mis sur le vélo, une première sortie de 3 heures et une seconde de 4 heures avec un final derrière scooter, histoire d'avoir les jambes qu'il faut pour aborder ce Tour de Vendée. C'est vous dire si ce jeune garçon fait le métier sérieusement. Et oui, grand avenir. Hein. Il a seulement 2 mois de course hein, chez les professionnels. Il a commencé au mois d'août. Un grand coup au championnat du monde espoir la semaine dernière à Bergen. Et l'année prochaine, il aura eh bien, la possibilité de montrer tout l'étendue de son talent. Vous le voyez, Benoît Cosnefroy, le jeune coureur de l'AG2R, la mondiale. La langue sortie dans un style pas très orthodoxe, mais ça fonctionne. Accompagné par l'un de ses coéquipiers, il s'agit de Cyril Gauthier. C'est lui tout seul hein, qui fait l'effort pour revenir à l'avant. Cyril Gauthier est en attente derrière. Et lorsque, si jamais Benoît Cosnefroy s'écarte, on verra Cyril Gauthier faire le dernier effort pour rentrer sur ces 5 coureurs qu'on voit ici à l'image, qui eux ont su être réguliers et rester compacts pour monter cette dernière difficulté. Il y a Anthony Delaplace aux avant-postes là pour emmener le groupe de tête qui va bientôt fondre sur La Roche-sur-Yon, la capitale vendéenne, théâtre de l'arrivée de cette 46e édition du Tour de Vendée. Vous le voyez sur ces images aériennes. Et voilà, on voit Benoît Cosnefroy qui lui s'est écarté et qui a laissé son coéquipier Cyril Gauthier faire le dernier effort pour revenir sur les 5 coureurs à l'avant. Et on voit Benoît Cosnefroy qui est complètement arrêté sur la route, qui est à zéro. Il a tout donné. Et il se fait même doubler par les coureurs en contre qui étaient juste derrière lui. Et ça va peut-être permettre aux 5 coureurs en tête de la course de tenir le petit écart avec le groupe de poursuivants. Je vous rappelle ces 5 coureurs, vous les voyez, Anthony Delaplace, Damien Touzé, Lilian Calmejane, l'Uruguayen Ferrari, et puis le Finistérien Olivier Legac qui n'a pas beaucoup travaillé. Olivier Legac, méfiance, le Finistérien est en forme, il l'a montré la semaine dernière lors du championnat du monde à Bergen. Et on relance là à 23 km de l'arrivée. Ouais, au profit d'un rond-point, Lilian Calmejane a profité de justement ce rond-point pour essayer de s'extirper de son groupe. 23 km de l'arrivée et les 5 coureurs donc, qui ont un petit peu moins d'une trentaine de secondes d'avance. Le peloton se regarde un tout petit peu là du côté des hommes de tête. Ça va être évidemment difficile pour les 5 coureurs, alors que nous allons retrouver probablement l'image du direct dans quelques secondes. Difficile, hein, Lilian, pour les 5 coureurs de tête. Ah, c'est vrai qu'on en voit, hein, il y en a un peu partout cette dernière difficulté où l'équipe AG2R a complètement dynamité ce peloton. Et donc on le voit, on le devine à l'image.
Les coureurs vont essayer de se reformer, mais je pense qu'on risque d'assister à une quinzaine d'unités pour former un groupe et arriver dans le circuit final. Et bien pour l'instant, on va vous commenter ce Tour de Vendée un petit peu comme à la radio, le temps de retrouver les images du direct. Et Jean-Marc Seigné est sur la moto. Les 5 hommes de tête vont-ils aller jusqu'au bout, Jean-Marc? Alors là, il y a eu une jonction avec donc un groupe de contre-attaque qui a été conduit par Benoît Cosnefroy, qui est allé au bout de son effort, tout simplement pour ramener vers les 5 hommes qui restaient à l'avant, eh bien Cyril Gauthier et un certain nombre de coureurs. On note là la présence. Je vais vous redonner tout ça si vous me donnez un instant, parce qu'on est sur des routes un peu sinueuses. Oui, les 5 hommes de tête. Hein, c'est un petit... Oui, on va les rappeler, Jean-Marc, donc Lilian Calmejane. Christophe Laporte est revenu vers l'avant. Désormais, c'est un groupe de 9 ou 10 unités qui se portent à l'avant. Lilian Calmejane ferme la marche pour le moment. Mais c'est clair que du côté d'AG2R, on a joué la carte de Cyril Gauthier pour le ramener vers l'avant. Et on peut peut-être se retrouver avec un scénario comme à Paris-Camembert, où il y avait eu une explication dans le final entre Cyril Gauthier et Anthony Delaplage. Je vous parle de ça il y a un an. Et la victoire avait souri au costarmoricain Cyril Gauthier. Merci Jean-Marc. 8 hommes en tête donc maintenant à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée, avec Christophe Laporte, vous le voyez, qui est en queue de peloton. Une dizaine d'hommes qui vont donc bientôt fondre sur La Roche-sur-Yon pour aller chercher le trophée, la victoire sur les routes vendéennes. 8 coureurs, Christophe Laporte qui ne va pas collaborer, hein, qui sait qu'il a son sprinter à l'arrière et que lui il est là pour l'emmener dans les derniers mètres. Et on voit que derrière, ce sont les coureurs qui sont piégés. Hein. On voit le coureur de Fortunio Oscaro, Florian Vachon, qui est en train d'essayer de ramener son petit groupe avec notamment Nasser Bouhanni, Thomas Bouda juste derrière. Un petit groupe de 5-6 coureurs qui est juste devant le reste du peloton. Évidemment, s'il y a une jonction, ça fera l'affaire du sprinter Nasser Bouhanni, l'un des 10-15 meilleurs sprinters au monde. Et Nasser Bouhanni accompagné de Florian Vachon. Pour l'instant, Nasser Bouhanni, vous le voyez à l'image, pourrait remporter une deuxième victoire consécutive ici en Vendée. Et s'il s'impose, ça serait son 3e succès sur les routes vendéennes. Il égalerait ainsi le record de Kirsipiou. La jonction est en train de s'établir à maintenant 20 km de l'arrivée. Et on voit que devant les 8 hommes de tête, hein, avec Christophe Laporte. Christophe Laporte, c'est pas une mauvaise carte au sein de ce groupe. On sait que c'est un coureur rapide. Il a gagné ici en 2015 lorsque Nasser Bouhanni avait chuté. Et il avait su parfaitement le remplacer. Et donc en ayant Christophe Laporte à l'avant, Cofidis joue un peu sur du velours. Et on voit que l'équipe Direct Energy est en train de relancer l'allure pour ramener leur sprinter Thomas Bouda. Direct Energy qui tente de durcir la course maintenant à moins de 20 km. Dans quelques minutes, nous allons pénétrer dans les rues de La Roche-sur-Yon avec l'avenue de Gaulle, ensuite la place Napoléon et le peloton qui est en train d'exploser là, avec un nouveau groupe qui s'est formé. Il y a notamment Manzin, mais on est en train de s'observer là. Jean-Marc sur la moto. Alors nous, on est pour le moment à l'arrière du peloton. On a essayé de voir l'écart avec le crew du peloton qui est en train également de revenir. Et on est dans des courbes un petit peu serrées actuellement là, mais je peux vous dire que tout le monde est à la planche pour essayer de refaire la jonction avec les hommes qui sont à l'avant. Et c'est pour le moment un peloton qui a naturellement beaucoup fondu. Les conditions climatiques sont difficiles, le circuit est exigeant, mais ceux qui sont là ont bien l'intention de revenir sur les hommes qui sont à l'avant. On sait qu'il y a un groupe intercalé et que les hommes qui sont désormais devant vont devoir composer avec la fraîcheur qui est revenue de l'arrière. Et c'est difficile, hein, Jean-Marc, on le voit pour la tête de course de groupe qu'il est bien compliqué
d'identifier. On voit à la tête, en tête là, pour l'instant, le coureur de la FDJ, Lorenzo Monzin. Qui est un sprinter, hein, pourtant, qui aurait tout intérêt à attendre. Mais on voit bien que, regardez, dans ce petit groupe, les 3 premiers, ce sont quasiment les hommes qui vont le plus vite au sein de ce peloton. Lorenzo Monzin, Thomas Baudat et Nasser Bouhanni. Et on voit qu'ils ne ménagent pas leur peine pour essayer de distancer leurs concurrents les plus directs. Et oui, ils ont été lâchés par leurs coéquipiers, les sprinters. Une image un peu inhabituelle de voir les sprinters en tête du peloton et sans coéquipier. Mais tout simplement, je pense qu'ils ont bien compris qu'aujourd'hui, on n'assistera pas à un véritable sprint massif. On assistera peut-être à un sprint, mais en petit comité. Et donc ils ont tout intérêt à essayer à conserver le fait d'être encore à l'avant. Et ils se sont relevés là, ils attendent le peloton, excepté Nasser Bouhanni qui a décidé d'en remettre une couche dans des conditions vraiment extrêmes en cette fin de saison. Imaginez 8 mois de course et la vitesse à laquelle Nasser... non, c'est pas Nasser Bouhanni. C'est bien Nasser Bouhanni qui est à l'avant. Tout simplement, ces autres coéquipiers ont bien compris qu'ils avaient tout intérêt à laisser partir Nasser Bouhanni tout seul, à faire un effort en solitaire et à laisser s'effuser pour permettre à leurs coéquipiers de revenir dans les derniers kilomètres. Nasser Bouhanni ne fait pas forcément une bonne opération, c'est s'extirper tout seul devant. Il va gaspiller des forces pour rien qu'il n'aura peut-être pas dans le sprint final. Lorenzo Monzin, le coureur de la FDJ, Florian Vachon ou encore Thomas Baudat et Nasser Bouhanni pour l'instant seuls en tête dans un exercice en solitaire, image inhabituelle sur les routes de Vendée avec le peloton qui est en train d'exploser sous le coup de l'accélération de Nasser Bouhanni. Il y a quelques coureurs dont Thomas Baudat qui sont juste à quelques mètres. Effort incroyable de Nasser Bouhanni qui a décidé de partir à 17 km de l'arrivée. C'est vrai que c'est une image qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, où on le voit plus dans l'autre sens. Mais Nasser Bouhanni à l'avant, esselé tout seul. Effectivement, je pense que voilà, il attend et en rien il se retourne. Hein. Je pense qu'il n'est pas à 100%, il est à 90%. Mais derrière, les hommes ont bien compris que de toute façon, même s'il revenait sur eux, c'était toujours lui qui allait le plus vite. Donc ils avaient tout intérêt à le laisser tout seul à travailler et eux qui élaboraient tous les 4 derrière et ainsi faire beaucoup moins d'efforts. Il poursuit l'effort Nasser Bouhanni avec 3 autres coureurs qui sont à quelques mètres, 16 km encore à parcourir dans cette 46e édition du Tour de Vendée. Nous allons entrer dans quelques instants sur le circuit final de La Roche-sur-Yon. Quel suspense pour cette dernière manche de la Coupe de France. Quelle course également. On a vu vraiment une course de mouvement pleine de rebondissements avec des scénarios incroyables. Et à l'image et en tête maintenant, Nasser Bouhanni, le tenant du titre, vainqueur l'année dernière en 2016 sur les routes de Vendée. Et un écart qui s'augmente au fil des kilomètres. Et vous avez parmi Benoît Cosnefroy qui est revenu. En fait, il s'était relevé tout à l'heure. Vous avez Damien Touzé également, Lorenzo Monzin et puis le coureur de Direct Énergie, il s'agit de Thomas Baudat. Les 4 coureurs à quelques mètres de Nasser Bouhanni en plein effort en solitaire là. Va-t-il être récompensé de son panache? Jean-Marc, c'est incroyable ce qu'on voit actuellement à l'image avec Nasser Bouhanni en solitaire. Jean-Marc, on va retrouver dans quelques instants le sprinter français qui a terminé l'année dernière 2e au classement général de la Coupe de France PMU, battu seulement par Samuel Dumoulin. Victorieux à 2 reprises également cette année sur cette Coupe de France PMU. Qu'est-ce que vous inspire cette image, Lilian? Elle ne m'inspire pas grand-chose. C'est vrai que c'est compliqué de savoir. Je pense que les coureurs derrière ne savent pas s'il faut le laisser à l'avant, s'épuiser, si on le voit bien que l'écart grandit. Donc je pense que tout le monde c'est un peu un scénario inhabituel. Et on voit même au sein du peloton, on voit que le groupe devant, voilà, les coureurs de Cofidis, eux, laissent faire puisqu'ils ont quasiment toutes les équipes qui ont leur sprinter devant. Donc Cofidis, la Française des Jeux, Direct Énergie ne vont pas collaborer puisque leurs leaders, leurs sprinters sont devant. Donc ils n'ont pas intérêt à rentrer. Et puis on voit que Nasser Bouhanni, petit à petit, au fur et à mesure des kilomètres qui défilent, accentue son avance. Alors pas beaucoup, on parle d'une dizaine de secondes. Mais voilà, je pense que
Et si Nasser Boigny allait au bout, je pense que ça serait vraiment la seule victoire qu'il remporterait en solitaire. Bon, c'est un coureur dans son palmarès, il faudrait revenir vraiment loin en arrière dans les cadets les plus jeunes pour souvenir d'une arrivée en solitaire pour le coureur catalogué comme pur sprinter. À 14 km de l'arrivée, toutes les grosses écuries sont présentes aux avant-postes sur ce Tour de Vendée. Benoît Cosnefroy pour AG2R La Mondiale. Vous avez Damien Touzé également pour Aubervilliers. Vous avez Lorenzo Monzin pour la FDJ. Et puis Thomas Bouda pour Direct Énergie. Voici les 4 poursuivants à une dizaine de secondes de Nasser Boigny. 14 km, il y aura 3 boucles sur le circuit final, 3 boucles de 3 km 9 avec un final d'ailleurs Lilian qui était un faux plat sur l'avenue Napoléon. Donc tout reste à faire, mais voilà, il a décidé pour l'instant de poursuivre son effort. Le sprinter de Cofidis. Bon, après, il n'y a pas beaucoup, hein. On voit bien, il y a 10 secondes dans chaque groupe, mais on voit bien que même les coureurs derrière, les 4 sont un peu perdus, ils se retournent, ils se regardent, ça roule pas vraiment, on attend que le peloton rentre pas. Et puis c'est vrai que les conditions météo font que on a de moins en moins bonne visibilité, peut-être une moins bonne lucidité. Et on voit que Nasser Boigny, il commence à prendre confiance, il va arriver sur le circuit. Et je pense que voilà, il va tout donner. Et il sait que derrière, il a aussi son coéquipier Christophe Laporte qui, au cas où ça arriverait au sprint et qui se ferait reprendre, pourrait toujours lever les bras à sa place. Un homme en tête pour entrer sur le circuit final de La Roche-sur-Yon et c'est incroyable. Il s'agit du sprinter Nasser Boigny, une dizaine de secondes d'avance sur 4 autres coureurs. Benoît Cosnefroy, le récent champion du monde espoir. Vous avez Damien Touzé, Thomas Bouda pour Direct Énergie et Lorenzo Monzin pour la FDJ. Nous rentrons sur La Roche-sur-Yon et dans quelques instants, le nombreux public de la place Napoléon va pouvoir acclamer celui qui va rentrer donc sur le circuit final, qui est rentré sur le circuit final. En tête, Nasser Boigny. Il se retourne, Nasser Boigny, sûrement, probablement surpris du scénario de cette fin de course. Je pense qu'il a été surpris. Hein. Au début, il ne croyait pas forcément. Et puis maintenant, une fois devant, avec ces quelques mètres d'avance, il a décidé de tout donner. Mais on voit bien que sur un circuit comme ça, en circuit urbain, avec toutes les bandes blanches, un homme tout seul à l'avant n'est pas forcément désavantagé parce que il y a des prises de trajectoire qui fait que derrière, les coureurs ne vont pas se vendre super vite. Vous le voyez, le champion du monde espoir Benoît Cosnefroy, relayé à l'instant par Touzé qui lui va peut-être réaliser une très bonne opération au niveau du classement général des jeunes en s'imposant lors de cette dernière manche de la Coupe de France. PMU, Thomas Bouda de Direct Énergie qui a décidé de prendre les choses en main pour revenir et essayer de disputer le sprint aux côtés de Nasser Boigny qui va aborder, vous le voyez tout de suite, la ligne droite d'arrivée avec un faux plat. On va pouvoir apprécier et écouter les acclamations du nombreux public de La Roche-sur-Yon. Un homme en tête, vous le voyez, Nasser Boigny avec 4 coureurs à une dizaine de secondes. Il n'arrête pas de se retourner. Nasser Boigny, il aura 3 boucles à parcourir, 3 boucles de 3 km 9. Et pour tenir face au peloton, ça va être extrêmement compliqué. Alors qu'on voit à l'arrière les coureurs du team Fortineo Oscaro mener le peloton pour revenir sur ces 5 hommes. Nasser Boigny, les 4 qui suivent derrière. Attention, il reste 12 km avec 3 tours. Et on voit bien ce long faux plat qui est interminable. Permet justement de créer, de combler assez rapidement des écarts importants. Et écoutez l'acclamation, l'ovation du public de La Roche-sur-Yon pour Nasser Boigny. Boucle encore à parcourir pour le sprinter de Cofidis. 4 hommes juste derrière et au sein du peloton. Jean-Marc Seigné. Jean-Marc, vous êtes avec nous? Alors Jean-Marc. Oui, nous sommes à l'arrière du peloton. Nous sommes à l'arrière du peloton et je peux vous dire qu'il y a des garçons qui sont pas à la fête. On voit notamment l'équipe de l'armée de terre qui est à l'arrière et qui, avec Aubert, avec quelques coureurs d'Aubert, ça va être très dur pour eux peut-être de revenir, mais pour le moment les routes sinueuses de La Roche-sur-Yon profitent bien entendu aux échappés. Je pense que c'est pas forcément elle en profite, mais elle ne désavantage pas
des coureurs qui se retrouvent à l'avant. C'est vrai que derrière, c'est compliqué hein, de virer à plusieurs. Quasiment, c'est plus facile pour Nasser Boigny qui lui est tout seul devant. Il peut prendre les bonnes trajectoires. Il n'est pas obligé de se fier à ceux qui l'entourent dans le peloton. Donc c'est lui qui prend ses trajectoires, ses relances, qui gère son effort. Alors qu'on le voit bien à l'arrière, voilà, les hommes sont à 2 mètres les uns des autres. Il y a des à-coups. Il faut faire attention à la trajectoire du coureur qui se retrouve juste devant vous. Alors qu'on voit bien à l'image Nasser Boigny, voilà, il peut choisir ses trajectoires et relancer comme il le veut. Thomas Bouda également relayé la part Benoît Cosnefroy, le champion du monde espoir qui portera l'année prochaine sur les routes bien un petit peu toutes les routes de l'Hexagone, ce maillot arc-en-ciel, et Nasser Boigny qui va encore devoir tenir un petit peu plus de 10 km. Il y aura 2 boucles à parcourir dans les rues de La Roche-sur-Yon. Est-ce qu'il va préférer la sagesse, c'est-à-dire garder quelques forces pour disputer le sprint, ou est-ce qu'il va décider d'y aller jusqu'au bout en solo? Bon, là, maintenant, une fois qu'il s'est à 10 km de l'arrivée, il est tout seul devant. On voit bien que derrière... et Thomas Bouda est parti derrière Lilian. Thomas Bouda qui va essayer de refaire la jonction, alors que les hommes, les contre-attaquants sont repris en majorité par le peloton. Voilà, on voit Florian Vachon qui lui est rentré hein, sur le groupe de 4 et qui va essayer de continuer à faire l'effort. Et on voit Christophe Laporte, hein, je pense que c'est lui, hein, c'est le coéquipier, je vous le disais tout à l'heure, de Nasser Boigny, qui est capable de le sauver, enfin du moins de le remplacer au pied levé comme il a pu le faire en 2015 et gagner ce Tour de Vendée si jamais Nasser Boigny était repris par ses coureurs. Nasser Boigny en solitaire, décidément le sprinter de Cofidis a toujours quelque chose à réaliser hein, sur les routes de Vendée. La saison dernière, il s'est imposé en 2013 et en 2015, il avait chuté. Oui, attention là, avec la trajectoire de Nasser Boigny, on l'a vu et on le revoit sur cette image au ralenti. Et c'est là qu'on voit la différence hein, avec un acrobate avec un sprinter. C'est vrai que là où la plupart des coureurs seraient à terre, lui il a su rester debout, il sait manier son équilibre, son sens de l'équilibre, et on l'a vu bien se redresser et continuer à s'échapper. Et Nasser Boigny qui avait chuté en 2015 à l'entrée du circuit final. Il avait été relayé d'ailleurs par Christophe Laporte, que vous voyez ici même à l'image, le coéquipier de Nasser Boigny, Florian Vachon aux côtés de Christophe Laporte. Vous avez également Thomas Bouda. Les 3 poursuivants du sprinter de Cofidis vont-ils revenir probablement sur Nasser Boigny? Ensuite, ce sera une affaire d'homme fort. Si Nasser Boigny, s'ils reviennent sur Nasser Boigny, est-ce que Christophe Laporte va mener les 9 derniers kilomètres pour pouvoir emmener son sprinter, ou est-ce que au contraire c'est Nasser Boigny qui va se sacrifier pour Christophe Laporte? On va bien voir. De toute façon, je pense que les 3 coureurs vont rentrer sur Nasser Boigny dans quelques mètres, mais on va bien voir après la stratégie. Est-ce qu'ils vont discuter, comment ils vont collaborer? C'est sûr que Nasser Boigny, en ayant fait plus une dizaine de kilomètres maintenant à l'avant, a entamé son sprint. Donc il va peut-être à ce moment-là en faire profiter son coéquipier Christophe Laporte. Nasser Boigny, 2 boucles encore à parcourir dans les rues de La Roche-sur-Yon, avec 3 hommes et un 4e de Direct Énergie, il me semble, qui a retrouvé de la force, les jambes pour revenir sur les 3 groupes les 3 coureurs de contre-attaque. Le peloton qui n'est pas loin. Je pense qu'on va probablement assister à un sprint. On a tendance à dire que quand même la caméra l'écrase et ils ne sont pas rentrés encore, les coureurs. On voit bien hein, peut-être que les 4 coureurs à l'arrière vont rentrer sur Nasser Boigny, mais le peloton est encore loin, et on sait que le circuit, on l'a vu tout à l'heure, est extrêmement sinueux. À part cette portion-là en faux plat montant pendant 1 km où on peut combler des écarts assez rapidement, on voit bien qu'après c'est beaucoup plus difficile lorsqu'il faut virer tous les 200-300 mètres à droite ou à gauche. Quel panache chez Nasser Boigny, quel style offensif du sprinter de Cofidis, qui va aborder la ligne droite d'arrivée, la place Napoléon de La Roche-sur-Yon pour les 2 derniers tours, avec 4 hommes à ses basques. Lilian Calmejane qui a retrouvé des forces, Thomas Bouda, Christophe Laporte, et vous avez également Florian Vachon et les coureurs avec Benoît Cosnefroy de AG2R en tête du peloton. Et on voit Cyril Gauthier qui fait l'effort derrière pour l'équipe AG2R le mondial. Alors maintenant, une fois que Christophe Laporte est revenu sur Nasser Boigny, quelle va être la stratégie de Cofidis, en sachant que leurs 2 coureurs sont à l'avant? Est-ce que Nasser Boigny va sacrifier pour Christophe Laporte, ou est-ce que Christophe Laporte va sacrifier sur Nasser Boigny? Réponse dans quelques mètres.
Et Nasser Boigny qui a gardé probablement un peu de force. Il en a gardé sous la semelle, comme l'on dit, pour aller disputer le sprint et signer peut-être un deuxième succès consécutif dans les routes de La Roche-sur-Yon. Lilian Calmejane également avec Thomas Bouda. Beaucoup d'abnégation de la part de Lilian Calmejane. Lilian Calmejane qui a un double intérêt, hein. Soit il arrive à s'isoler à l'avant et à s'échapper, soit à ce moment-là il emmène son coureur, son coéquipier au sprint. Lilian Calmejane en tête de ce petit groupe de 4 coureurs maintenant. Nasser Boigny, Christophe Laporte, Florian Vachon. C'est plus compliqué pour Thomas Bouda, mais qui va probablement revenir dans cette portion, et le peloton emmené par AG2R pas très loin. Voilà, Thomas Bouda qui fait un peu les frais d'accélération de son coéquipier et qui maintenant, voilà, on voit bien que les deux coureurs de Cofidis temporisent. Et Christophe Laporte n'a pas décidé de rouler pour son sprinter. Nasser Boigny, lui, repasse en tête. Il a compris, c'est vrai qu'on le dit tout à l'heure, hein, sur des parcours sinueux comme ça, il a tout intérêt à être en tête pour prendre la bonne trajectoire. Imaginez tout à l'heure si il avait, en perdant l'adhérence, si un coureur avait été derrière lui, il aurait entraîné quel coureur dans sa chute. Donc il a tout intérêt à se retrouver devant et à éviter toutes les cabrioles des uns et des autres. Nasser Boigny, Lilian Calmejane, les deux hommes forts de ce 46e Tour de Vendée. Calmejane s'est retourné, attention là avec regardez cette image de Lilian Calmejane qui a Christophe Laporte qui profite justement de cette mauvaise trajectoire de Lilian Calmejane pour tenter un coup, essayer de s'échapper à moins de 6 km de l'arrivée. Et c'est Lilian Calmejane qui lui est obligé de faire l'effort, mais avec Nasser Boigny dans sa roue, forcément il ne va pas le relayer. Ouais, et Calmejane en a encore sous la semelle. Le coureur de Direct Énergie, la victoire pour les Vendéens qui n'est pas revenu à l'équipe de Jean-René Bernaudot depuis 2002, ça fait un bail, imaginez 15 ans quasiment, donc sans victoire pour Direct Énergie. À l'époque c'était l'équipe Bonjour. Christophe Laporte, vainqueur en 2015 ici même sur les terres de La Roche-sur-Yon, le coureur de Cofidis qui va aborder le final dans quelques instants de ce 46e Tour de Vendée. Le dernier tour, les 3,9 km encore à parcourir, que l'on aborde, vous le voyez dans les virages, avec la plus grande prudence. Et on voit que la roue derrière chasse quand même, hein. Il y a une petite perte d'adhérence, mais il a quand même bien viré. Et on voit une certaine fraîcheur de ce coureur qui a été tout le temps dans l'attente lorsque son leader était à l'avant. Et on voit maintenant Thomas Bouda qui lui essaie de faire l'effort pour revenir sur Christophe Laporte. Mais on a vu, Thomas Bouda était un peu dans le dur tout à l'heure, donc ça va être difficile de boucher l'écart qui existe entre le coureur de la Cofidis et son groupe. Et Christophe Laporte qui a pris les devants, préférant assurer plutôt que de prendre le risque de lancer le sprint peut-être pour Nasser Boigny, éreinté par sa sortie de tout à l'heure. Il reste encore un petit peu plus d'1 kilomètre dans cette deuxième boucle avant le final. Et si on voit Nasser Boigny qui mène le groupe, tout simplement, c'est qu'il temporise. Et c'est pas comme ça qu'ils vont rentrer. On voit que Christophe Laporte a un très bon coup de pédale. Ça va être difficile de le rattraper si l'effort n'est pas fait dans le dernier passage sur la ligne. 4 km 8 encore à parcourir sur ce final du Tour de Vendée. Un homme en tête, Cofidis, Christophe Laporte, vainqueur ici même à La Roche-sur-Yon il y a 2 ans. L'épreuve qui sourit, l'équipe Cofidis depuis 2 saisons maintenant, peut-être une 3e victoire de suite pour les Cofidis. Il semble avoir fait un bon écart là. Il a fait le trou, Christophe Laporte. On voit bien derrière Thomas Bouda. Alors il y a Lilian Calmejane va essayer de combler dans cette dernière difficulté. Parce qu'il y a quasiment là où on peut réduire les écarts, mais Christophe Laporte est quand même loin. Il a plus d'une quinzaine de secondes d'avance. Il reste moins de 5 km. Et ça va être difficile de revenir sur ce coureur. Et les coureurs de FDJ qui essaient de revenir également, de revenir déjà sur le groupe de contre-attaquants. Christophe Laporte dans quelques secondes va aborder le dernier tour du Tour de Vendée 2017. 3 km 9 à parcourir dans les rues de La Roche-sur-Yon. Le coureur de Cofidis déjà vainqueur, il connaît bien ce circuit, ce tracé, vainqueur il y a 2 ans et bien aidé, il est vrai, par Nasser Boigny qui contient pour l'instant toutes les attaques. Christophe Laporte qui va aborder le dernier tour de ce Tour de Vendée. Voilà, dernier tour, et on voit qu'il a vraiment un bon coup de pédale. À part une chute, je vois pas comment aujourd'hui Christophe Laporte pourrait perdre ce Tour de Vendée.
Oui, on va pouvoir récupérer là sur cette portion une quinzaine de secondes d'avance. Probablement pour Christophe Laporte qui en s'imposant il y a 2 ans avait permis à Nasser Boigny de remporter cette Coupe de France. Il lui avait sauvé la mise puisque Nasser Boigny était tombé dans le circuit final et en s'imposant Christophe Laporte avait privé Samuel Dumoulin d'une victoire au général sur la Coupe de France PMU. Je vous rappelle que le général cette année reviendra, c'est déjà joué au Quimpérois. Laurent Pichon, le coureur de Fortunéo qui va probablement également s'imposer au classement général par équipe. Bel effort en solitaire de Christophe Laporte à 3 km maintenant de l'arrivée. Et on voit bien, il maîtrise bien ses trajectoires. Je pense qu'il n'y a que ça aujourd'hui qui pourrait lui faire perdre cette course, c'est une mauvaise trajectoire et une chute. Mais on voit il a le coup de pédale encore fluide, il a encore la force. Et on voit que derrière, même si le coureur de la Pomme Marseille essaie de sortir, je pense que ça va être pour aller chercher des accessis. Oui, un coureur encore à identifier à 3 km maintenant de l'arrivée. Christophe Laporte, l'homme fort sur ce final de La Roche-sur-Yon. C'était bien joué collectivement de la part des coureurs de Cofidis. Nasser Boigny dans un premier temps et en relais ensuite Christophe Laporte qui a aussi une très bonne pointe de vitesse. On avait 2 très belles cartouches du côté de Cofidis et ça fonctionne maintenant. Effectivement, comme vous le disiez Lilian, excepté une chute, on ne voit pas comment le coureur de Cofidis pourrait perdre cette 46e édition du Tour de Vendée. C'est vrai que l'équipe Cofidis pouvait jouir au départ d'avoir le meilleur sprinter au sein de son effectif, mais elle pouvait aussi, elle savait qu'elle avait le meilleur joker en la personne de Christophe Laporte qui avait qui avait secondé son leader en 2015 en gagnant un sprint massif, et aujourd'hui il va seconder son coureur, son leader, son sprinter en arrivant en solitaire. Et bel effort du coureur de l'écurie donc de la Delco Marseille qui reste à identifier, parti en contre-attaque, mais parti peut-être aussi grappiller quelques points pour essayer aussi de jouer sa place au classement général. Christophe Laporte, 2 km encore à tenir pour le coureur de Cofidis. Il faut assurer, c'est le virage où avait glissé Nasser Boigny. Il faut qu'il assure ce virage, il en restera un dernier. On voit bien, ça glisse encore. Et voilà, le virage est passé, il reste le virage juste après la flamme rouge et ce faux plat montant qui le ramènera jusqu'à l'arrivée. Christophe Laporte, le coureur de Cofidis, en route donc vers un nouveau succès sur le Tour de Vendée 2017. Bel exploit, belle course d'équipe également pour les coureurs de Cofidis et de leur directeur sportif Christian Guiberto. Je pense qu'il pourra remercier son leader, son sprinter Nasser Boigny d'avoir permis de le protéger à l'arrière et de l'avoir permis de le contrer, et aujourd'hui d'arriver tout seul pour un sprinter également. C'est un peu une anecdote, mais c'est une victoire pour l'équipe Cofidis. Ouais, et une victoire qui se dessine, le dernier kilomètre, la flamme rouge du dernier kilomètre pour Christophe Laporte. On le savait en forme, il avait encore des jambes en cette fin de saison. Christophe Laporte en route pour ce 2e succès en 3 ans sur les routes de Vendée. On a tenté du côté d'AG2R, on a tenté encore une fois du côté de Direct Énergie, mais décidément cette course semble échapper aux coureurs vendéens. Hop là. Et voilà, dernier virage, le ligne droite, 500 mètres pour aller cueillir cette seconde victoire sur le Tour de Vendée pour Christophe Laporte. Un petit coup d'œil pour la caméra, il a le sourire, le coureur de Cofidis. Quelle finale, quel rush sur ce circuit final après près de 5 heures de course dans des conditions extrêmement difficiles. Il y a eu de la pluie, il y a eu du vent, et Christophe Laporte va donc s'imposer ici même à La Roche-sur-Yon. Très beau vainqueur en puncher, le coureur de Cofidis. En 2e position, vous avez le coureur que l'on n'a toujours pas identifié de Romain Combo, il me semble. Oui, voilà, Romain Combo de l'écurie de Marseille. Et Christophe Laporte qui va rentrer là avec son dernier virage avant de découvrir la place Napoléon. Il a franchi la ligne d'arrivée à 2 reprises. La 3e, ce sera pour la victoire.
Victoire donc de Christophe Laporte. Il peut se retourner, avoir le sourire, le coureur de Cofidis. Victoire lors de ce 46e Tour de Vendée de Christophe Laporte. Coup double pour le coureur de Cofidis, vainqueur en 2015. Et troisième succès d'affilée pour Cofidis après Nasser Boigny la saison dernière. 3 années de suite, Cofidis vainqueur ici en Vendée. À la deuxième place, on va suivre le sprint avec Romain Combeau, le coureur de Marseille, qui va peut-être garder l'avantage. Non, ça sera difficile. Ce sera peut-être pour Justin Jules. Je crois Justin Jules, oui. Ouais, c'est ça, en deuxième position, qui a levé les bras. Peut-être qu'il pensait être vainqueur, mais en tous les cas c'est une belle deuxième place pour Justin Jules. Vous revoyez l'image au ralenti de Christophe Laporte, le coureur de Cofidis. Et on a vu aussi Thomas Bouda grappiller quelques points en terminant 5-6e pour venir remonter dans le classement général des jeunes, mais malheureusement il ne prendra pas le leadership de ce classement des jeunes remporté donc par David Gaudu. Et c'est un très bel exploit réalisé par le sprinter de Cofidis, Christophe Laporte. On l'a vu sur cette image-là, très belle image de Anthony Forestier. Et on le voit aux côtés de Nasser Boigny avec Jean-Marc Seigné également. Jean-Marc, vous êtes avec le vainqueur de ce 46e Tour de Vendée. Tout à fait, Christophe qui est très content d'avoir triomphé. Christophe. Oui, très content. On a vraiment bien couru dans le final avec Nasser qui était devant. Après moi je suis rentré, j'avais pas à rouler. J'ai attaqué et Nasser derrière il a fait le travail pour les enterrer. Donc c'est une super journée, c'est toujours... La dernière fois j'ai gagné c'était au sprint et là c'est tout seul, donc c'est super plaisir. Donc le Tour de Vendée, la Vendée est devenue tétère. Ouais, 2 victoires pro, 2 victoires ici, ça me réussit, donc non, je suis vraiment heureux. En fin de saison ça fait plaisir, j'ai pas gagné de l'année et depuis 2 ans, donc je suis super heureux. Voilà. Et désormais il y a un petit challenge entre Nasser et toi, vous en avez chacun 2. Ouais, voilà, on a chacun tous les 2 Tours de Vendée. Après aujourd'hui c'était une course usante et dure, pas au sprint, mais Nasser il marchait fort, il était tout seul devant et ça m'a vraiment aidé à la fin. Moi j'avais rien à faire, j'ai suivi et dès qu'on est rentré j'ai attaqué. Et voilà, ça s'est bien goupillé et je suis super content. Merci Jean-Marc, un très beau vainqueur 2017, Christophe Laporte, on le voit avec l'un de ses coéquipiers, on l'a vu également tout à l'heure, remercier Laurent Pichon, le vainqueur au classement général de la Coupe de France PMU. C'était la dernière manche ici sur les terres vendéennes, dernière manche pour Laurent Pichon, le Finistérien, l'homme de Quimper et qui s'est imposé. On a peut-être l'occasion rapidement, une question Jean-Marc avec Laurent Pichon, le vainqueur au général de la Coupe de France. Jean-Marc. Voilà, Laurent, il est tout près de moi. Il est heureux, bien sûr, parce que ça y est, cette fois, il est officiellement le vainqueur du classement général de cette Coupe de France 2017. Ouais, c'est sûr, c'est un soulagement. Bon, c'était déjà gagné avant, mais aujourd'hui, ça a vraiment été une course très très difficile avec la pluie, des routes glissantes. Et puis voilà, c'était décousu de partout. Et je pense que tout le monde avait mal aux pattes avec la pluie. Moi, le premier, j'ai fini vraiment dans un sale état au courage, mais j'ai tout donné pour le classement général de la Coupe de France par équipe et puis ça l'a fait. Et pour l'équipe, c'est pareil, le classement général, normalement, c'est dans la poche. Voilà, c'est ça, c'était dans les derniers tours. Voilà, je savais bien que je n'avais pas les jambes pour aller chercher la victoire, donc on s'est tous accrochés, on n'était plus que 3 de l'équipe pour le classement par équipe, donc on a tout donné. Et, j'ai lancé le sprint de loin, mais j'avais plus rien dans les pattes. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'on ait la cerise sur le gâteau, comme on dit, avec ce classement par équipe, plus le classement individuel pour moi. Bravo pour cette saison. Merci. Merci Jean-Marc, c'est la fin de cette 46e édition du Tour de Vendée. La victoire d'un très beau vainqueur, Christophe Laporte devant Justin Jules, vous le voyez, Fabienne Liénard en 3e position et puis le coureur de Marseille, Romain Combeau. Merci également à Lilian Gégou, merci à Jean-Marc Seigné sur la moto, à toutes les équipes de Anthony Forestier. C'était une très belle épreuve du Tour de Vendée, 46e édition. Nous avons pris un énorme plaisir à vous la faire partager. À très bientôt. Vous retrouvez d'ailleurs un résumé de ce Tour de Vendée 46e édition dans votre journal régional dans quelques minutes. Soyez au rendez-vous. À bientôt.
Vincent est militaire. Quand il part en mission, c'est souvent pour plusieurs mois. Plusieurs mois loin de sa famille. Voilà pourquoi chez GMF, nous assurons vos tablettes, ordinateurs portables et smartphones en cas de bris ou de vol, où que vous soyez. GMF, premier assureur des agents du service public. GMF, assurément humain.